Bonjour et bienvenue pour cette conférence. Si vous vous demandez comment gérer votre patrimoine dans cette période de crise et d'incertitude, vous êtes au bon endroit. Cette crise sanitaire a provoqué un effondrement des marchés financiers en l'espace de quelques jours. Le CAC 40 a connu sa pire chute en une séance depuis 1988, c'était le 12 mars, moins 12%. Je vais partager mon écran. Voilà. Et donc partager le PowerPoint que j'ai préparé. Donc, tout d'abord, je me présenterai et ensuite, on verra ensemble les précédentes crises qui se sont déroulées depuis l'an 2000. Et enfin, nous regardons quelques stratégies pour traverser cette période avec un peu plus de sérénité. Donc, je m'appelle Augustin Yonnet, je suis conseiller en stratégie patrimoniale. Je travaille dans un cabinet indépendant. Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Montpellier et j'ai également un Master 2 en gestion de patrimoine à l'IAE Gustave Eiffel. Je conseille des chefs d'entreprise ainsi que des particuliers dans tous leurs projets, que ce soit personnel ou professionnel. J'accompagne donc mes clients dans les différentes phases de leur vie patrimoniale, la création, le début, comment créer son patrimoine et comment le développer. Ensuite, la gestion et la valorisation de celui-ci. Et enfin, la recherche de revenus et la transmission, que ce soit le patrimoine privé ou le patrimoine professionnel pour les chefs d'entreprise. Les compétences englobent le conseil en investissement et le conseil en organisation. Le conseil en investissement porte soit sur les marchés financiers, c'est-à-dire l'assurance vie, le PEA, les produits de retraite, et la gestion d'entreprise pour les entreprises, la gestion de trésorerie pour les entreprises, et donc le marché immobilier, qu'il soit résidentiel ou d'investissement, avec ou sans défiscalisation. Le conseil en organisation porte sur les domaines d'ingénierie patrimoniale et d'ingénierie financière. J'accompagne mes clients sur les opérations de cession, de transmission, de développement ou de restructuration d'entreprise de la phase de réflexion jusqu'à la mise en œuvre de la stratégie préconisée. J'accompagne donc mes clients dans le développement de leur surface patrimoniale en associant sécurité et plus-value. Donc, entrons dans le vif du sujet et voyons un rappel des 4 précédentes crises. On peut remonter à l'an 2000, ça a commencé, l'an 2000 et la fameuse bulle Internet. Donc, à partir des années 90, il y a une frénésie qui s'empare des marchés et qui voit dans le développement d'Internet un nouvel Eldorado. Les niveaux de valorisation des startups s'envolent avec des levées de fonds incroyables, sans réel business plan solide, ni même de retour sur investissement concret. Il a suffi d'une simple remontée des taux à long terme pour faire éclater la bulle. Et ça a provoqué une récession économique du secteur, mais également de l'économie en général en raison de surcapacité de production. D'un point de vue des marchés, le CAC, en septembre 2000, il était quasiment à 7000 points et il a chuté en mars 2003 jusqu'à 2400 points. La seconde crise, je pense que tout le monde s'en souvient, la crise des subprimes, donc elle a mis beaucoup de particuliers en difficulté et également des sociétés en faillite, dont notamment la fameuse banque d'affaires Lehman Brothers. Mais que s'est-il passé réellement? Alors la crise trouve son point de départ dans la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale à partir de 2005. Donc cette hausse a provoqué une augmentation du remboursement des prêts, ce qui a entraîné un taux de défaut de paiement de 15% de ces crédits en 2007. Les banques donc saisissent alors ces biens aux emprunteurs en défaut de paiement et les mettent en vente afin de se rembourser. Mais il y a eu tellement de saisies de biens immobiliers qu'il y en a beaucoup trop qui se retrouvent sur le marché en même temps. Il y a plus d'offres que de demandes, ce qui a pour conséquence une baisse du prix de l'immobilier pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet effondrement du marché immobilier est tellement important que la valeur des biens
la valeur des biens, en fait, se retrouve inférieure à celle du crédit qu'elle devait garantir. Donc, du coup, de nombreux organismes de crédit ayant attribué des subprimes se retrouvent en faillite. Ce mouvement a été accéléré par l'utilisation de la titrisation. Donc, c'est un dispositif qui est utilisé par les établissements bancaires afin de se dégager de toute responsabilité dans les crédits qu'elles ont octroyés, en leur permettant de ne plus attendre la fin du remboursement des prêts qu'elles ont octroyés par l'afflux de liquidités disponibles. Donc, tout le monde a vécu cette crise de près ou de loin, on en a tous entendu parler. On est passé d'un CAC aussi en juin 2007 à 6100 points, et il est descendu au plus bas en mars 2009 à 2400 points. Le CAC a perdu environ 43% de sa valeur. Elle a perdu 43% en 2008. Donc, c'est la pire année de l'histoire du CAC 40. Ensuite, le CAC repart à la hausse pendant 2 ans, mais la mise en lumière de la dette grecque de par son importance et son constant déficit public provoque une crise financière pour l'ensemble des comptes publics de la zone euro. Donc, nous étions, peuple européen, principalement concernés. On a vu les difficultés de la Grèce, de nombreuses fermetures de commerce, le chômage de masse, les taux élevés d'imposition. Il y a eu des répercussions, de grosses répercussions en Espagne et au Portugal également. Donc le CAC en février 2011 plafonne à 4100 points. Et en septembre 2011, quelques mois après, il se trouve au plus bas à même pas 2800 points. La dernière avant celle que nous vivons actuellement, donc c'était la crise chinoise en 2016. Donc à ce moment-là, la Chine a un niveau d'endettement important et une croissance qui s'essouffle. Donc afin de se relancer, elle dévalue sa monnaie de 0,5%, mais malheureusement provoque un crack de 30%. Donc on voit pareil, le CAC en avril 2015 qui est à 5200 points et qui passe en février 2016 à pareil, en dessous des 4000 points. Donc qu'en est-il de cette crise que nous traversons, cette crise sanitaire qui a entraîné une crise financière? Donc le 19 février 2020, on a un CAC qui est relativement très élevé, à 6111 points. Et entre ce 19 février et ce 9 mars, le CAC perd quasiment 23% et tombe à 4700 points. En 3 semaines, toutes les hausses de 2019 sont effacées. Donc c'est le lundi 9 mars, on connaît un premier crack. C'est la pire chute en fait depuis 2008. Moins 8%, un peu plus de moins de 8%. Et le 12 mars, on a connu un second crack encore plus important, avec des pertes de plus de 12%. Et on se retrouve à 4000 points. Il s'agit de la pire séance depuis la création du CAC, du CAC 40, depuis donc 1988. C'était la pire séance depuis 1988. De plus, on ajoute les échecs de la négociation entre l'OPEP et la Russie sur une réduction de la production de pétrole et qui entraîne un effondrement des cours du pétrole. Alors, avec tout ça, comment s'adapter à cette conjoncture incertaine? Quelles sont les stratégies pour y faire face? Je tiens à préciser qu'il y a 2 supports uniquement pour placer son argent. Et cela est valable que l'on soit millionnaire ou pas. Ces 2 supports sont le financier et l'immobilier. En gestion de patrimoine, on encourage toujours nos clients à diversifier. D'accord? Et on diversifie dans ces 2 supports. Et puis, selon la valeur du patrimoine, on va diversifier ensuite à l'intérieur de chacun de ces supports. Donc, il y a 3 possibilités, on va dire, en termes de stratégie. Premièrement, on a le marché du taux. Ce sont les marchés monétaires et obligataires, ce qu'on appelle court terme, moyen terme. Deuxièmement, on a les valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions. Et enfin, on a l'immobilier. Donc, les valeurs mobilières et l'immobilier, ce sont des placements long terme. J'en reparlerai tout à l'heure. Tout d'abord, prenons le marché du taux et le marché monétaire.
que l'on appelle l'Euribor. C'est le taux interbancaire, c'est-à-dire le taux auquel les banques européennes se prêtent de l'argent. C'est un marché donc peu risqué. Lorsque j'ai un prospect moi, qui me dit que son fonds euro, dans son contrat d'assurance vie par exemple, ne lui rapporte qu'un rendement de 1,3, 1,5%, il me dit ouais, c'est un mauvais rendement. Donc je lui demande, ok, mauvais, mais alors par rapport à quoi? Parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Donc, comme vous voyez dans ce tableau-là, les taux servis au 2 juin 2020, donc ça c'est l'Euribor, les taux sont négatifs. Donc, quand les banques se prêtent à des taux négatifs, est-ce que 1,5% de rendement est un bon rendement? Donc la question à se poser, c'est est-ce que le rendement de mon épargne sans risque à court terme est un bon rendement par rapport à l'Euribor? Toujours dans le marché du taux, voyons maintenant le marché obligataire. Et on distingue les OAT, les obligations assimilables au trésor, et les obligations émises par les entreprises. Voilà. Les obligations sont une dette que les entreprises ou les États ont envers des investisseurs qui perçoivent un intérêt annuel et au remboursement du titre à échéance. Donc prenons d'abord le marché du taux. Prenons d'abord le marché du taux, le marché obligataire, les OAT pour les obligations. Donc, ce sont donc les obligations assimilables au trésor. C'est le taux d'intérêt en fait auquel l'État français emprunte. Comme l'État français est bien noté, on a confiance qu'il rembourse ses dettes. On considère donc que c'est un placement peu risqué. Comme toujours, on compare nos placements avec ce qui est comparable. Et là aussi, on s'aperçoit que les taux des OAT jusqu'à 10 ans sont négatifs. La question à se poser alors, c'est est-ce que le rendement de mon épargne sans risque à moyen terme est un bon rendement par rapport à l'OAT? Maintenant, voyons les obligations émises par les entreprises. Donc, pour se développer, les entreprises ont 3 solutions. Première solution, elles empruntent de l'argent auprès d'une banque. Deuxième solution, elles procèdent à une augmentation de capital. Elles demandent donc aux investisseurs d'injecter de l'argent. C'est ce qu'on appelle une action. Et la troisième solution, elle demande à des investisseurs privés de lui prêter de l'argent et de le lui rembourser une échéance donnée. Donc l'investisseur prend là le risque d'un banquier. En contrepartie, l'entreprise va verser un intérêt annuel, ce qu'on appelle le coupon. Donc c'est ça l'obligation émise par les entreprises. Les marchés financiers ne tiendront pas vraiment rigueur aux entreprises qui ne versent pas de dividendes. Par contre, ils tiendront rigueur si elles ne remboursent pas les obligations à échéance. Leur priorité, donc, c'est de rembourser ces obligations émises par le biais, parfois, de nouvelles émissions d'obligations, s'il le faut. Donc, qu'en est-il de cette stratégie d'investissement dans le marché du taux? Aujourd'hui, le cash est très peu rémunéré sur des supports sans risque. Par contre, il est sécurisé. Il ne réagit pas au marché boursier. On sait aussi que depuis cette année, les compagnies d'assurance ne permettent plus de placer 100% sur du fonds euro, justement à cause de ces taux négatifs. Donc, on est obligé de placer une partie sur des fonds un peu plus dynamiques, moins sécurisés, en tout cas pas garantis, ce qu'on appelle les unités de compte. En temps normal, je dirais que la stratégie de taux, comme ça, en temps normal, cette stratégie est efficace pour du placement à court terme. On place de l'argent, on sait que dans 6 mois, 1 an, on a besoin de l'argent, donc on ne va pas jouer, on va le mettre sur du sécurisé, et ensuite, quand on en a besoin, on le sort. Dans le contexte actuel, cela peut être pertinent pour profiter d'une éventuelle baisse du marché boursier, pour se positionner dessus et espérer le rebond. Et une fois le rebond, eh bien, on se repositionne sur du sécurisé. On dit qu'on fait un coup, en fait. Là, c'est l'occasion de faire des coups. Donc, c'est une des stratégies
que j'utilise pour mes clients qui ont besoin, qui ont de l'argent à placer. J'opte pour des SICAV monétaires, obligataires, qui ne sont pas, ou très très peu, ou quasiment pas du tout impactés par la volatilité des marchés. Attention toutefois, parce que le marché obligataire est sensible au taux d'intérêt. C'est-à-dire que s'il y a une remontée des taux d'intérêt, alors il y a une baisse du rendement des obligations, et inversement. Or, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Maintenant, abordons le long terme qui se caractérise donc par les actions et l'immobilier. Donc, regardons l'évolution du CAC 40 sur les 20 dernières années et que remarque-t-on? Qu'il y a des cycles de baisse et des cycles de hausse. Et à votre avis, quelles sont les personnes qui ont perdu de l'argent? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, ce sont celles qui ont vendu lors d'une baisse, tout simplement. Donc, le secret bien gardé de la bourse, c'est est-ce que vous avez les moyens d'attendre? Comme je le disais tout à l'heure, la bourse comme l'immobilier sont des placements sur le long terme. Donc, quand vous achetez un bien immobilier, vous ne vous dites pas que vous aurez besoin de cet argent dans l'année qui suit ou dans les 2-3 ans qui arrivent. Vous savez, votre argent est immobilisé pendant plusieurs années. Donc, le mot immobilier tient là tout son sens. Donc, ceux qui perdent de l'argent dans les marchés boursiers, ce sont ceux qui n'ont pas de stratégie claire, ceux qui n'ont pas d'objectifs ou des objectifs mal définis, et ceux qui n'ont pas identifié leurs résultats. Ou bien ce sont les personnes qui ont une stratégie claire, qui ont des objectifs bien définis, qui ont un résultat identifié, mais par contre qui ne s'y tiennent pas. Donc, lorsqu'on investit dans le marché boursier, on distingue deux stratégies, celle de l'épargne et celle du capital. Et avec laquelle gagne-t-on à tous les coups, en fait, c'est celle de l'épargne. Et pour ça, je vais faire un petit exercice que je fais réellement en rendez-vous avec des prospects, avec des clients. Voilà, imaginons, vous avez 1 000 € chaque mois à placer. Et je vais vous conseiller de placer cet argent-là sur une part qui vaut 1 000 €. Donc, le premier mois, vous avez 1 000 €, vous investissez sur une part à 1 000 €, vous achetez une part. Le deuxième mois, comme c'est un fonds volatile, eh bien, la part vaut 500 €. Vous avez toujours 1 000 € à placer, donc vous achetez 2 parts. Le troisième mois, eh bien, le cours dégringole encore et la part coûte 250 €. Vous avez toujours vos 1 000 € d'épargne et donc vous achetez 4 parts. Le quatrième mois, la part remonte, elle est à 500 €, vous achetez 2 parts. Et le cinquième mois, la part remonte encore à 1 000 € et vous achetez une part. Et là, vous me dites, ok, c'est bon, je pars, je sors, j'aurais peut-être rien gagné, mais au moins, je n'aurais pas perdu. Donc, on va analyser ce qui s'est passé. Vous avez investi pendant 5 mois, 1 000 € par mois. Donc, vous avez investi 5 000 €. Combien de parts vous avez le jour où vous revendez vos parts? Vous en avez finalement 10. Une part le premier mois, 2 parts le deuxième mois, 4 parts le troisième mois, 2 parts le quatrième et une part le cinquième mois. Donc, vous avez 10 parts que vous revendez à 1 000 € la part. Vous avez donc 10 000 €. Donc, vous avez investi 5 000 € et vous récupérez 10 000 €. Certes, c'est une image, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité. Donc, en conclusion, au niveau de l'épargne, il faut toujours avoir une stratégie d'épargne. Peu importe la somme, ce que vous pouvez épargner, forcément. On ne va pas se mettre le couteau à la gorge. Donc, 50, 100 €, 500 € par mois, peu importe, il faut épargner. Il faut faire même un effort d'épargne, des fois. Okay, donc, il faut aller vers des supports volatiles. Comme on l'a vu dans l'exemple, on profite de la baisse et des hausses. Donc, on gagne au coût moyen. La gestion du capital est différente d'une gestion de l'épargne. D'ailleurs, quand vous avez un capital, au début, une épargne, vous placez de l'argent tous les mois,
Et au bout d'un certain temps, ça va devenir un capital. Il va y avoir une somme d'argent. Là, la stratégie, c'est de repositionner cet argent-là, ce capital, en disant on va le repositionner vers des fonds plus sécurisés, qui vont avoir quand même un bon rendement, et l'épargne, on va continuer à le faire travailler sur des fonds volatiles. Donc, c'est ça quand on dit faire vivre un contrat, une bonne gestion d'un contrat, c'est ça. Il faut faire vivre. C'est ça le travail d'un bon gestionnaire de patrimoine, c'est de faire vivre un contrat. Donc, imaginons, vous avez du capital, vous avez 10 000, 50 000, 300 000 euros à placer. Donc, vous avez deux stratégies pour le capital. C'est le point d'entrée. Vous mettez toute votre somme à un moment T. Et le point d'entrée, il est crucial. Parce que si le CAC il est hyper haut, si les marchés boursiers sont hyper hauts, forcément, il y a plus de chances que ça descende que ça monte. Donc, le point d'entrée idéal, c'est quand il est bas. Forcément, on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas savoir quand ça va être bas. Donc, quand on a une somme d'argent à placer, voilà, on joue là-dessus, sur le point d'entrée, l'importance du point d'entrée. Plus il est bas, mieux c'est, et une fois que ça remonte, après, on peut sécuriser. D'ailleurs, petite parenthèse, moi, mes clients étaient principalement sur du fonds euro, parce que comme on avait un CAC très élevé, moi je pensais, et comme je pense pas mal de monde, que le CAC allait plutôt baisser que monter. Donc du coup, pour sécuriser les clients, on les avait positionnés sur du fonds euro. Bon là, il y a eu une forte baisse, on ne s'attendait pas à cette chute spectaculaire. Personne n'avait pu prévoir cette dégringolade. Et en fait, en mars, après la claque qu'a subi le marché financier, moi j'ai contacté chacun de mes clients et je leur ai conseillé d'arbitrer une partie de leur fonds euro vers des unités de compte, donc vers des placements plus dynamiques, vers le marché boursier pour profiter justement du rebond. Voilà, comme je disais, on fait vivre les contrats. Normalement, votre conseiller bancaire ou autre aurait dû vous appeler, je pense, pour vous donner ce conseil. En tout cas, pour vous prévenir déjà de ce qui se passait sur les marchés. Donc, la deuxième situation, on va imaginer, je pense que ça ne va pas être très dur d'imaginer, vous avez toujours 300 000 euros à placer, là, la bourse s'est pris une claque, on pense que ça va remonter, mais on ne sait pas quand, les marchés oscillent, un jour ça monte, le lendemain ça baisse, il y a une incertitude complète sur les marchés financiers. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a du plus 3%, on a du moins 2 le lendemain, plus 1,5, moins 4. Enfin bon, c'est un peu du grand n'importe quoi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer sur les marchés financiers. Donc là, la stratégie, ça va être la stratégie de l'épargne en fait. C'est-à-dire qu'on va, si on a 300 000 euros à placer, on va placer peut-être 20, 30, 40, 50 000 par mois, sur plusieurs mois. Donc si on a 100 000 euros à placer, on va dire je place 5 000 euros ce mois-ci, 5 000 euros le mois prochain. Et comme ça, on va profiter des baisses et on va profiter des hausses. Et on va gagner sur le coût moyen pondéré. Donc on va dire qu'on utilise la stratégie de l'épargne. Avec donc même le capital. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en fait un investissement progressif. Ok, on investit progressivement notre capital. Ensuite, l'immobilier. Pardon, je reviens juste avant sur cette conclusion sur les valeurs mobilières, pardon, parce qu'on a parlé donc du capital, donc investissement progressif. Actuellement, moi c'est ce que je fais avec mes clients. Actuellement, quand ils ont du capital, ils ont vendu une maison, ils reçoivent de l'argent en succession, en donation, investissement progressif. Épargne, c'est toujours, que ce soit en période de crise ou pas, il faut toujours épargner. Donc l'immobilier, donc la seconde stratégie sur le long terme. Donc l'immobilier, au lieu de placer sur du financier, c'est une autre stratégie, ça va être de l'immobilier
quand on se place en gestion de patrimoine, on dit qu'on a 3 temps. On a le premier temps, la première période, c'est le court terme, mais ça va être les placements livret A, LDD, PEL, les petits placements comme ça. Le moyen terme, ça va être de l'assurance vie, les PEA, un PEA, et puis le long terme, toujours assurance vie, PEA et immobilier, puis les produits de retraite. Donc là, on est sur du long terme, donc on a l'immobilier. Et donc, comme je vous le disais précédemment, on n'a pas un marché favorable à ceux qui ont du cash. Ceux qui ont de l'argent et qui veulent le sécuriser, ça ne rapporte pas beaucoup. Par contre, le marché il est favorable à ceux qui empruntent parce que les taux d'intérêt sont très faibles, comme vous le voyez. Là, ce sont les taux d'intérêt au 2 juin 2020. Ils sont extrêmement faibles, donc ça coûte presque rien d'emprunter. Donc l'immobilier, c'est une super alternative pour percevoir des revenus complémentaires. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on encourage, hein, si possible, nos clients à faire, que ce soit sous forme directe, c'est-à-dire j'achète un appartement et je le loue en location nue, en location meublée. J'ai un prêt, j'ai un emprunt, je rembourse mon emprunt. Le mieux, c'est que les loyers financent l'emprunt et de ne pas mettre de sa poche. Mais voilà, c'est une stratégie sur le long terme et souvent, c'est pour qu'à la retraite, on perçoive des revenus complémentaires. Là, on s'est aperçu finalement que ceux qui recevaient des loyers pendant la crise, c'était plutôt très intéressant. Ils ne recevaient peut-être pas de salaire, mais ils avaient leur loyer qui tombait. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que depuis la crise, les banques vont être un peu plus frileuses pour financer. Donc, quelqu'un qui aurait pu être finançable avant la crise, eh ben, ne le sera peut-être pas maintenant. Et par ailleurs, elles vont demander un apport un peu plus important, environ 10 à 15% pour pouvoir être financées. En conclusion, sur les stratégies à avoir pendant cette période, sur la stratégie, donc le marché du taux, on fait un coup. On se place sur du sécurisé. On attend que ça baisse. Je pense que là, il faudrait attendre encore que ça baisse. Hein. On pense que ça va encore baisser parce que les marchés financiers ne correspondent pas à l'économie réelle. On pense que, en tout cas, moi, je pense que ça va baisser. Je n'ai pas de boule de cristal, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, une fois que ça a baissé, qu'on se dit, OK, là, hop, je me place et on attend le rebond. Et ensuite, on peut repartir sur du sécurisé. La stratégie du marché boursier, l'épargne, c'est tout le temps. Hein, vous avez de l'argent à placer, vous le faites. Et le capital, investissement progressif. L'immobilier, bonne stratégie si vous pouvez pour avoir des compléments de revenus. Mais bon, après, c'est sur le long terme. Souvent pour la retraite, on en reparlera. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné, recevoir des conseils et des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs patrimoniaux, je vous invite à me contacter. J'ai mon adresse mail et comme ça, nous pourrons prendre rendez-vous pour pouvoir en discuter. Vous pouvez également visiter mon humble site internet. J'ai mis quelques articles, il est en création, j'ai mis quelques articles et puis il y aura d'autres conférences. Voilà, je vous remercie encore et à une prochaine conférence.